Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des menus disponibles sur le Magnétar UDP 900. Voilà. Alors, premier constat, bien ce qu'on voit à l'écran déjà, c'est que le menu principal ou l'écran d'accueil est sensiblement identique à celui des Oppo. Voilà. Donc, la disposition des icônes est pratiquement commune aux deux marques. Voilà, donc les seules grandes différences, effectivement, c'est l'indication de la marque en haut à droite et effectivement aussi les fonds d'écran disponibles sur le Magnétar qui sont différents. Voilà, c'est tout. Voilà, donc en prenant les icônes de gauche à droite, en premier, effectivement, on a l'icône du support physique. Donc là, pour le moment, il n'y a aucun disque. Mais bon, si on insère un CD, un Blu-ray, un DVD, ben, on aura l'indication du support physique inséré dans le lecteur. Voilà. Ensuite, sur la droite, un peu plus à droite, nous avons donc trois icônes, photo, musique et vidéo. Donc, ces icônes, en fin de compte, permettent l'accès direct à des contenus par type, soit sur des media centers, soit sur un support USB connecté au lecteur. Donc, ça peut être effectivement une clé USB, un disque, etc. Ensuite, vous avez l'icône Network, qui donne l'accès à des contenus multimédia sur le réseau via diverses possibilités et protocoles, DLNA, SMD, ou partage de dossiers sur des partitions NFS d'un PC par exemple. Alors, on va y aller tout simplement en utilisant la télécommande. Donc, je me déplace. Bon, si je rentre par exemple dans musique, bon, on voit pas grand chose parce que pour le moment, j'ai pas de partage déclaré, ni de clé USB insérée. Donc, je reviens en arrière, je me décale vers la partie network. Si je lance, on scanne ce qui est présent sur le réseau. Donc, au bout de quelques secondes, va apparaître effectivement les différents appareils présents sur le réseau. Donc ici, bien sûr, mon Marantz, mon préamplificateur Marantz AV8805. On voit aussi ma Freebox serveur, mon NAS Synology. Donc, en fin de compte, le NAS Synology, effectivement, on le voit deux fois parce que il est accessible via le DLNA. Il est accessible aussi via un partage SMB. Voilà. Donc, hors DLNA, il faudra pour les partages SMB et NFS gérer les autorisations d'accès, donc entrer un identifiant ou un mot de passe. Voilà. Donc, si jamais, par exemple, là, je vais sur la partie DLNA, je rentre OK, je vais pouvoir accéder via le réseau à mes contenus, donc photos, musique, etc. J'ai dématérialiser une partie de mes CD. Donc, si je rentre dans le dossier musique, eh bien, effectivement, je vois un classement soit par album, par artiste, par genre, etc. Donc, si, par exemple, je prends par album, eh bien, je vais trouver les albums que j'ai transférés. Voilà. Voilà, par exemple, si je prends celui-là, voilà, j'accède à ma musique. Donc, je vais pas lancer la lecture. Je remonte en arrière. Je quitte. Non, je peux vous montrer encore une autre chose. Effectivement, sur un partage via SMB, si jamais je veux rentrer dedans, ben effectivement maintenant, on me demande un identifiant et un mot de passe, donc je n'utilise pas cette partie-là, donc je vais sortir. Mais effectivement, on peut accéder en utilisant des codes d'accès, identifiant et mot de passe. Voilà, je sors. Maintenant, si jamais je vais dans la configuration de la machine, je vais accéder à un menu qui ressemble étrangement à celui de l'Oppo, en fin de compte. Donc, dans le menu de configuration, on commence par l'affichage, donc écran TV,
On choisit en gros le format d'affichage. Donc, par exemple, là, je vais mettre un scan, par exemple. Hein, je peux faire du 16 neuvième, du 21 neuvième, etc. Si je descends, je peux choisir en fin de compte la norme de sortie du signal pour une télé, par exemple. Bon, moi, je laisse sur automatique, ça marche très bien. Je vais pas me compliquer la tâche. Ensuite, au niveau de la résolution, moi, j'ai laissé en auto. On peut sélectionner différentes résolutions, hein, en passant par le 1080p, le 4K, 4K 24 Hz, etc. Voilà, donc je laisse en auto, moi. Ensuite, au niveau du setting HDR, on peut effectivement laisser en auto, forcer le HDR ou forcer en SDR, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le lecteur fera la conversion HDR-SDR de façon à envoyer à l'afficheur le signal en SDR. Voilà. Ensuite, vous avez, pardon, je vais trop vite, le Dolby Vision. Donc, vous avez le mode auto, donc le lecteur va automatiquement choisir le bon mode en fonction de votre afficheur. Vous avez un choix low latency, donc ça peut être intéressant si jamais vous faites du jeu par exemple, voilà, et vous pouvez aussi le désactiver. Ensuite, l'espace couleur, vous avez le choix entre ces 4 choix. La profondeur des couleurs, 10 bits, 12 bits ou désactivé. Et la 3D, si vous voulez faire de la lecture de galettes 3D, à ce moment-là, effectivement, il vous faudra d'abord le capteur à installer en option sur le vidéoprojecteur et surtout des lunettes adaptées. Voilà. Donc, je reviens sur cette partie-là. Sur la partie audio, donc, sur les sorties digitales, donc coaxiales ou optiques, si vous l'utilisez, vous pouvez choisir Bitstream, PCM ou le désactiver complètement. Bon, moi, je les utilise pas sur la partie, sur ces sorties-là, donc je pourrais très bien laisser en désactiver, mais bon, ça me gêne pas. Idem, on peut choisir la même chose sur le HDMI. Bon, je le reste en bitstream. La résolution maximale peut être sélectionnée, 48, 96 ou 192 kHz. Alors, le DRC. Le DRC, c'est la compression dynamique. Donc, on a la possibilité d'activer la fonction en cas de difficulté à l'écoute de dialogue, par exemple. Donc, ça permet effectivement de réduire un peu la dynamique et de favoriser les dialogues. Donc, moi, normalement, par défaut, je préfère au départ, alors DRC, je vais le désactiver, pardon, voilà, pour ne pas faire de compression. Ensuite, si vous utilisez les sorties 7.1 sur votre lecteur magnétar, donc que vous envoyez le signal audio via les RCA 7.1 vers un préampli ou un intégré qui a des entrées, qui n'a pas d'entrée HDMI, donc vous allez choisir de fonctionner pour utiliser le 7.1 sur des entrées audio analogiques. Vous avez la possibilité de faire une configuration des enceintes. Donc à ce moment-là, effectivement, vous pouvez choisir déjà le nombre d'enceintes que vous allez utiliser. Donc si jamais je fais balader mon curseur, je passe sur toutes les enceintes. Ici, sur la partie mode, à droite, je peux choisir le nombre de canaux et le nombre d'enceintes installées. De la même façon, une fois que j'ai choisi le mode, je peux choisir la taille d'enceinte, régler les distances avec un mètre, par exemple,
entre l'enceinte et le point d'écoute. Et ensuite, grâce à la tonalité au bruit rose que je peux générer, je peux effectivement régler le niveau des enceintes de façon à ajuster toutes les enceintes sur un signal, un bruit rose à 75 dB. Et à ce moment-là, il vous faudra effectivement un sonomètre pour faire les réglages. Voilà. Donc là, bon, moi, je fonctionne pas en analogique aujourd'hui. Je vais fonctionner uniquement avec la connexion HDMI. Donc, je n'ai pas besoin de ce menu. Voilà. Ensuite, la sortie SACD. Ce que vous pouvez faire, c'est choisir effectivement de laisser la sortie SACD en automatique, PCM ou DSD. Sur la priorité SACD, là, vous pouvez choisir quelle est la couche de votre galette que vous allez, disons, du moins sélectionner en priorité. Donc moi, en priorité, quand je démarre en SACD, s'il y existe une couche multicanaux, je préfère démarrer sur la couche multicanaux. Voilà, mais vous avez la possibilité de démarrer en stéréo, etc. Voilà. En DVD audio, moi, sur les DVD audio, je préfère démarrer sur sélectionner la couche DVD audio. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a fait le tour de ce menu-là. Sur la lecture, donc lecture automatique du disque, ça veut dire que quand on insère un disque, la lecture se lance de façon automatique. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de lancer manuellement à partir de la télécommande la lecture. Moi, je préfère la laisser activer en automatique. Les sous-titres pour malentendants, ça, c'est si jamais, vous voulez que les sous-titres apparaissent systématiquement, hein, parce que vous êtes malentendant, vous pouvez l'activer par défaut. Si vous avez des choix d'angle, en fin de compte, c'est-à-dire que vous pouvez visualiser certaines scènes sous plusieurs angles, effectivement, à ce moment-là, vous pouvez activer l'indicateur qui vous permet en cours de lecture de sélectionner l'angle que vous voulez visualiser. Moi, je trouve que ça surcharge. Quand on regarde un film, on n'a pas envie spécialement de changer les angles de visualisation. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Donc, je le laisse désactiver. De la même façon, l'indicateur pipe. Donc, l'indicateur pipe, eh bien, c'est un peu la même chose. Vous avez une indication qui apparaît sur votre écran pendant la lecture. Et moi, cette partie-là ne m'intéresse pas du tout. Donc, je préfère avoir une image propre et sans surcharge. Voilà. Donc, indicateur second audio, désactivé aussi. La dernière mémoire activée. Alors ça, c'est dans votre lecture, en fin de compte, si jamais vous interrompez, par exemple, votre lecture sur votre support, l'intérêt, c'est que l'appareil va mémoriser l'endroit où vous êtes arrêté de façon à, même si vous reprenez la lecture plusieurs heures après et que vous ayez arrêté votre machine, la machine repartira, vous proposera, disons, de reprendre la lecture à l'endroit où vous êtes arrêté. Donc, voilà. Les sous-titres externes du disque désactivés. Alors, je pense que c'est si vous avez des sous-titres qui sont stockés sur d'autres supports, je pense. Je pense que c'est ça, hein, franchement. Voilà, donc ensuite, sur la lecture, je ne crois pas qu'il y ait autre chose. Je vais faire défiler. Voilà, donc non, il n'y a rien d'autre. La partie réseau, donc connexion Internet validée. Ça veut dire qu'effectivement, j'ai une connexion Internet et je veux qu'elle fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cet appareil, vous n'avez que une connexion Internet filaire. Donc, vous êtes obligé d'utiliser un câble sur la prise LAN à l'arrière de votre lecteur de façon à pouvoir vous connecter sur votre réseau et a fortiori sur Internet. Voilà. Donc, dans ce cas-là, vous avez ensuite information.
Donc les informations vous donnent simplement les informations de adresse réseau, masque de sous-réseau, gateway, etc. Donc là, on voit là comme j'ai la connexion internet qui est validée en DHCP, donc en automatique en fin de compte, c'est mon serveur DHCP, donc ma box en fin de compte qui va me fournir l'adresse IP pour mon lecteur. Mais vous avez la possibilité de faire le réglage de l'adresse IP, donc du sous-réseau etc. à partir du menu ici. Et là, à ce moment-là, vous choisissez auto ou manuel. Si vous passez en manuel, vous devrez fixer une adresse IP. Donc la prendre normalement hors plage DHCP dans une zone d'IP fixe. Voilà. Ici, vous avez le test de connexion, donc qui vous permet de vérifier que votre connexion est valide. Donc là, on voit bien que le réseau est bien monté, donc c'est OK. La connexion BD Live, donc là, ça veut dire qu'il y a des contenus qui sont sur Internet et vous avez la possibilité d'aller les charger et de stocker certaines informations sur la mémoire interne de l'appareil ou sur un support branché sur une entrée USB, donc soit une clé USB, soit un disque. Voilà. On verra un peu plus loin. Voilà. Donc vous pouvez effectivement autoriser la connexion BD Live, l'autoriser partiellement ou l'interdire. Moi, j'ai eu des déboires avec, je préfère la désactiver. Voilà. Ça m'intéresse pas, je l'utilise jamais. DLNA, donc ça effectivement, validé, ça veut dire que vous pouvez accéder à des serveurs, multimédia en DLNA. Réglage du proxy, je le laisse en désactivé. Voilà. Donc là, on a vu en gros. Ensuite, la sécurité. Vous pouvez modifier le mot de passe. Le mot de passe par défaut, tous les mots de passe par défaut d'ailleurs, c'est 0, 0, 0, 0, donc 4 0, que ça soit le mot de passe, le premier, ou le contrôle parental. Ensuite, vous pouvez aller modifier le mot de passe et mettre un mot de passe particulier. Donc la modification du mot de passe, le premier, je pense qu'il vous protège le lecteur de toute modification de configuration. Et le deuxième permet de définir le contrôle parental. Alors, il y a, je crois, deux choses différentes dans le contrôle parental. Voilà, donc là, aujourd'hui, j'ai dit 0, 0, 0, je vais rentrer 0, 0, 0, 0. Je fais OK. Contrôle parental, je suis allé trop vite. 1, 2, 3, 4, voilà. Donc, chez moi, il est désactivé. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de l'activer pour les enfants, pour tout public, accord parental. Donc, en fin de compte, on voit on peut sélectionner même l'âge, en fin de compte. Donc, il y a plusieurs niveaux de verrouillage, en fin de compte. Vous voyez, pas moins de 17 ans, pas moins de 13 ans, etc. Voilà. Donc, moi, de toute façon, je le laisse désactiver. Ça me va très bien. Et je sors. Code pays. Alors, code pays, j'ai pas très bien compris à quoi ça correspondait. Voilà. Donc, si jamais je rentre dans le code pays, en fait, effectivement, il va me dire que je suis. Donc là, effectivement, c'est protégé par un mot de passe. Voilà. Et là, on sélectionne apparemment le pays. Donc, il y a des tas de... Mais je sais pas très bien à quoi ça correspond, cette partie-là, parce que ça n'a rien à voir avec le déverrouillage de zones ou de régions que l'on verra à la fin de la présentation. Voilà, donc je ressors. Au niveau de la langue, effectivement, ici, on peut choisir la langue du menu, de l'OSD. Donc là, moi, j'ai mis en français. On peut choisir le menu de la langue, la langue du menu du disque inséré. Au niveau de l'audio, le son français et les sous-titres français. Par exemple, on peut prendre sous-titres, on peut changer ça. Si vous n'êtes pas français,
Vous choisissez la langue que vous voulez. Ensuite, dans les options, je suis allé trop vite. Voilà, je fais défiler. Je peux activer ou désactiver l'écran de veille. Alors, l'écran de veille, c'est surtout intéressant si votre afficheur est un plasma ou un vieil écran à tube et qui craigne les marquages. Ça permet de protéger, en fin de compte, les écrans. Moi, je fonctionne avec un vidéoprojecteur et le vidéoprojecteur, une fois que j'ai terminé ma séance, je l'éteins. Je le laisse pas en marche. Donc, l'écran de veille m'intéresse absolument pas. Ensuite, vous avez l'arrêt automatique. L'arrêt automatique activé, c'est-à-dire que si jamais vous arrêtez votre installation, vous éteignez votre vidéoprojecteur et que après avoir utilisé votre lecteur Magnétar, ben, vous le laissez, en service, donc pas en veille. Ce qui va se passer, c'est qu'il passera en veille de façon automatique au bout d'un certain temps. Voilà. Voilà. Ensuite, le CEC, HDMI CEC, on peut effectivement, avec la télécommande du Magnétar, pouvoir accéder à certaines commandes sur, par exemple, votre afficheur. Donc, à ce moment-là, on enverra via le HDMI des commandes, par exemple, vers votre téléviseur, etc. Moi, je n'envoie aucune commande vers mon vidéoprojecteur, donc je le laisse désactivé. J'ai pas de téléviseur connecté sur les sorties HDMI du lecteur. La gestion des paramètres. Donc, une fois que vous avez paramétré votre Magnétar, vous avez la possibilité de, de sauvegarder l'ensemble de votre configuration. Donc, à ce moment-là, ben, vous allez exporter votre config. Le lecteur va vous demander une clé USB de façon à pouvoir exporter effectivement et sauvegarder votre configuration sur une clé USB ou même sur un disque. Si je fais exporter, comme j'ai pas de clé USB d'insérer sur une prise USB du lecteur, eh bien, il me dit qu'il ne trouve pas de clé. Voilà. Donc là, je fais quitter. Et l'importation, c'est pareil. Une fois que vous avez sauvegardé sur une clé, vous voulez récupérer ce que vous avez sauvegardé, vous avez la possibilité de charger votre sauvegarde sur le lecteur de façon à récupérer vos paramètres. Voilà, de la même façon, si j'appuie dessus, de toute façon, comme il n'y a toujours pas de clé USB, il me demande d'en insérer une. Voilà. Ensuite, insérer les paramètres par défaut. Ça, c'est pour rétablir les paramètres usine du lecteur. Donc, si jamais vous savez plus trop où vous en êtes, vous avez la possibilité de remettre les paramètres usine par défaut en envoyant la commande ici. Mettre à niveau le système, eh bien ça sert effectivement à faire la mise à jour du firmware. Donc vous pouvez le faire soit via le réseau, soit via une clé USB. À ce moment-là, vous téléchargez depuis votre PC ou vous récupérez votre firmware chez Magnétar. Vous pouvez mettre le fichier sur votre clé et faire la mise à jour via la clé USB. C'était la même chose, il y avait les mêmes fonctions sur les lecteurs Oppo. Et si jamais vous le faites via le réseau, eh bien, si le réseau est connecté, le lecteur va se connecter ah bah tiens, voilà, je suis tombé par hasard. Hier, il n'y avait pas de mise à jour. Aujourd'hui, il y en a une. Donc, apparemment, il y a une mise à jour disponible aujourd'hui et je ne connais pas le contenu. Donc, j'irai voir ça tout à l'heure. Voilà. Donc, effectivement, il y a une mise à jour aujourd'hui. Il y en a eu une il y a 2-3 jours aussi. Donc, vous voyez que sur les magnétars, c'est un peu comme sur les Oppo. Eh bien, les mises à jour sont relativement nombreuses. Bon, le lecteur est jeune. Je pense qu'on remonte à Magnétar des petits bugs et je pense qu'au fur et à mesure de leur découverte, Magnétar se dépêche de proposer des mises à jour de version firmware. Et donc là, vous avez la chance de tomber pile dessus. Je m'y attendais pas, donc c'est la surprise de la vidéo. Bon, on a une chance, c'est relativement rapide. Si jamais ça dure trop longtemps, de toute façon, on fera une petite pause et on passera à la suite. Je vais quand même attendre que la mise à jour se termine. Voilà, donc on va patienter.
Voilà. Et une fois que cette partie-là sera terminée, on passera aux fonctions de dézonage du lecteur, puisque mon lecteur a cette option-là, il est multizone, multirégion. Voilà. Désolé pour l'attente. Voilà. Oups. Donc il va redémarrer. Il passe en stand-by. Voilà. Là, le lecteur redémarre. Voilà. Et donc, on est revenu sur nos disques. Voilà. Voilà. Donc, je retourne dans les settings. Je repars. Display audio playback. Donc, ce que l'on remarque, tiens, ben justement, c'est on s'aperçoit d'une chose, et ben, vous voyez, j'aurais dû faire la sauvegarde des paramétrages que j'ai sélectionnés parce que ce que l'on constate, c'est que lors de la mise à jour du firmware, pour le moment, le paramétrage du lecteur a été reseté et remis au paramétrage usine. Donc, j'ai perdu mon choix de langage. Voilà. Ops. Bon, je vais pas tout refaire avec vous. Voilà, l'OSD anglais, le menu, l'audio français et les sous-titres. Je vais les mettre en français. Voilà. Donc ici, j'ai loupé quelque chose. Voilà, English. Non, c'est français. Voilà. Français, français, français. Voilà. Et tout est en français déjà. Donc, on va finir sur les options. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Écran de veille. Ah, ben, au lieu d'être désactivé, à la rigueur, pour faire plaisir, je le mets à 10 minutes. L'arrêt automatique activé. Désactiver le CEC, ça il a gardé. Gestion des paramètres, exporter, importer. Insérer les paramètres par défaut, on a vu. Mettre à niveau le système. Ben, si je retourne via le réseau, cette fois-ci, il me dit que j'ai la dernière version, ce qui est normal puisque la mise à jour vient de se faire. Et ensuite, je vais partir ici, retourner dans les options, mettre à niveau, watermark, level 3, je ne sais pas à quoi ça correspond, je ne me rappelle plus. Alors, Buda, là, ce sont les infos concernant la mémoire. Voilà. L'appareil a une capacité mémoire qui lui permet justement, par exemple, de sauvegarder déjà les informations de paramétrage, de sauvegarder les, les informations d'arrêt lors d'une lecture, de façon à pouvoir redémarrer, comme j'expliquais tout à l'heure, à l'endroit où vous vous étiez arrêté, même si vous reprenez la lecture plusieurs jours plus tard et que vous avez vu d'autres galettes, lu d'autres galettes entre-temps. Donc tout ça, c'est sauvegardé soit sur une clé USB. Donc là, par exemple, en mémoire interne, je vois qu'il me reste 208 mégas. Voilà, on peut formater effectivement cette mémoire pour retirer toutes les informations de stop d'arrêt de vos lectures, etc., de façon à repartir proprement. Ou on peut effectivement,
sélectionner le mode de mémorisation. Donc, on peut très bien laisser connecter sur votre lecteur une clé USB sur lequel les informations seront stockées. Ça vous permet d'avoir beaucoup plus de mémoire de disponible. Voilà. Donc ça, bon, moi je trouve que 208 mégas, c'est déjà pas mal. Le standby mode, voilà, donc désactivé. Aussi ça c'est intéressant. Voilà, donc ici, ben c'est ce qu'on voit, c'est que la dernière version maintenant c'est la 686 CR et que la mise à jour date du 10 janvier, donc jour où j'ai réalisé cette vidéo. Voilà. Donc là je quitte et maintenant je vais sortir tout simplement de ce menu. Voilà, donc je pars sur la touche Setup. Si je me trompe pas, voilà. Donc, ben, je pense que nous avons fait le tour des menus et de ce qui est disponible sur ce lecteur. Je vous donne peut-être rendez-vous pour une prochaine vidéo sur le Magnétar, si nécessaire. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à la prochaine. Au revoir. Burned me once or twice, I expect that